Hello tout le monde, je suis trop heureuse que cette vidéo voit enfin le jour. Vous n'avez même pas idée depuis combien de temps j'attends qu'elle soit sortie. On en parle depuis vraiment longtemps et enfin, ça y est, le moment est arrivé. Donc aujourd'hui, comme vous l'aurez deviné, si vous avez déjà lu le titre de la vidéo, petit curieux, je suis sûre que c'est déjà le cas, vous savez que je ne serai pas seule pour vous présenter cette affaire, mais que je serai accompagnée de mon acolyte Mogo. Eh bien salam à vous, je suis très content d'être là aujourd'hui et de partager cette vidéo avec Megan, une personne que j'apprécie énormément. Bon, tout d'abord, pour pas mal d'entre vous, vous devez vous demander qui je suis. C'est qui cet homme qui nous parle là tout de suite, avec sa barbe de viking là et sa grosse tête? Eh bien si je devais me résumer en quelques mots, ça donnerait ça. Je suis cette personne qui tout simplement aime se poser tranquillement avec un bon gros tacos. Un bon vivant qui aime partager de bons petits moments autour de plein d'affaires criminelles. Mon nom c'est Mogota et j'espère que vous allez apprécier cette fucking vidéo. D'ailleurs, pour marquer le coup, on a décidé de faire une autre affaire en duo que vous retrouverez juste en bas sur ma chaîne. Sur la deuxième vidéo, tout comme celle-ci, on est sur une histoire particulièrement horrible. Maintenant, accrochez-vous bien car les événements qui vont suivre sont à la fois terribles et remplis de tristesse. L'histoire d'aujourd'hui contient des abus physiques, sexuels, de la violence et ce notamment sur des enfants. Je préfère vous prévenir, je sais que je vous dis ça à chaque fois, mais je vous assure, aujourd'hui, là, c'est quelque chose, ça n'est pas rien. Puis même moi, qui connaissais déjà très bien cette histoire avant de commencer à l'étudier pour la vidéo d'aujourd'hui, quand j'ai relu certains détails, j'avais l'estomac tout retourné. Donc, je préfère vous prévenir, si c'est votre cas, si c'est quelque chose qui peut vous déranger, on se retrouvera dans d'autres vidéos, j'en suis sûre, ne vous en faites pas, passez votre chemin pour celle-ci. Mais par contre, si vous avez l'estomac bien accroché, installez-vous confortablement car on va commencer. Louise Anne Robinette voit le jour le 24 mai 1969 dans la ville de Princeton, en Virginie occidentale, aux États-Unis. Elle grandit dans un climat familial très strict. Elle a un frère et deux sœurs dont elle est très proche en grandissant, mais par contre, ses parents sont des gens très rudes qui élèvent leurs enfants à la dure. Ils se disputaient d'ailleurs très fréquemment. Ils n'étaient pas violents physiquement l'un envers l'autre, mais l'étaient extrêmement verbalement. Les enfants d'ailleurs se souviennent des nombreux fracas et cris qu'ils entendaient, peu importe le moment de la journée ou de la nuit. Les enfants Robinette n'avaient pas le droit d'avoir d'amis, et vous l'imaginez bien, encore moins le droit d'avoir de petits amis. Ils n'étaient autorisés à sortir sans surveillance que pour se rendre à l'école, et ce, même durant leur adolescence. L'une des sœurs de Louise partagera plus tard que l'ambiance était très stricte à la maison, oui, mais que ceci était loin d'être le problème principal. La mère des enfants aurait laissé ses filles à plusieurs reprises se faire agresser sexuellement. La première fois en les vendant à un prédateur fortuné de la ville, et la seconde auprès de leur propre grand-père. Ce dernier commença par offrir des cadeaux d'une certaine valeur à ses petites filles. Ces dernières étaient extrêmement heureuses de recevoir tous ces présents, mais n'avaient aucune idée du prix qui était à payer après avoir déballé les jouets. Il avait pour habitude initialement de s'en prendre à Louise en l'invitant à le rejoindre dans sa chambre lorsqu'il gardait les enfants. Sa sœur Elisabeth se souvient que lorsque leur grand-père l'invitait elle à le rejoindre dans sa chambre, Louise prenait toujours sa défense en y allant à sa place pour protéger sa petite sœur. Louise et Elisabeth étaient d'ailleurs extrêmement proches en grandissant. Elles étaient de véritables meilleures amies et s'étaient toujours promis d'être là l'une pour l'autre dans les bons comme les mauvais moments. Elles n'avaient cependant qu'une seule et unique idée en tête: devenir indépendante et enfin quitter le domicile familial. Ce sera d'ailleurs Louise, qui avait un esprit rebelle, qui sera la première à quitter la maison, et pas de la meilleure des manières. Louise, alors âgée de 16 ans, avait rencontré un jeune garçon âgé de 8 ans de plus qu'elle, et avec qui elle tombera follement amoureuse. Le garçon en question se prénomme David Allen Turpin. Il est ingénieur en informatique, diplômé d'une grande école de technologie en Virginie. Il avait eu un coup de foudre. Qu'est-ce que c'est beau l'amour. T'en as dans la vie qui ont des coups de foudre, et t'as des gens comme moi, qui petits se prenaient des coups de ceinture.
Je déconne bien sûr. Putain, c'était gênant Mogo, qu'est-ce que je viens de dire? Je suis vraiment le pire. Bref, le couple n'avait pas le moindre doute sur le fait qu'ils étaient des âmes sœurs. Mais impossible pour Louise d'en parler à ses parents, notamment à son père qui était le plus strict de la maison. Seule Elisabeth était au courant de cette relation au début. Mais la mère de Louise finit par se rendre compte de la situation. Cette dernière était absolument contre le fait que ses filles rencontrent des garçons. Mais sachant que David était issu d'une famille extrêmement religieuse, elle fait comme si de rien n'était. Et c'est là qu'elle va promettre à Louise de ne pas en parler à son père. C'était en quelque sorte leur petit secret. Cependant, les règles ultra strictes des parents Bobinette devenaient insupportables pour Louise, qui a pris la décision de fuguer de chez elle et de s'enfuir avec son petit ami. Ce dernier la récupérera un jour à la sortie du lycée, avant de se diriger directement vers le Texas. Lorsque la mère de Louise va apprendre tout ça, elle va devenir folle de rage et elle va supplier sa fille de rentrer à la maison. Elle va refuser, et surtout ce qui est fou, c'est qu'elle va réussir à trouver les bons mots pour amadouer sa mère et lui faire accepter son indépendance. Quelques jours plus tard, le jeune couple va se marier, et tout ça en présence de la famille de David et quelques membres de la famille de Louise. Mais comme vous devez le deviner, le père refusera catégoriquement de participer à ce grand jour. Il avait totalement perdu contact avec sa fille à ce moment-là. Et d'ailleurs, peu de temps après, les parents de Louise vont divorcer, et malheureusement, Elisabeth se retrouve à être l'unique victime des abus de la part de son grand-père. Quelle pourriture! Bref, le jeune couple s'installe alors en Virginie et commence leur vie de famille. Très vite, ils accueillent leur premier enfant. Mais David, qui travaillait en tant que contracteur, est transféré suite à un rachat de sa compagnie dans la ville de Fort Worth au Texas. Le couple déménage alors pour le Texas et à partir de là, autant vous dire que ça va être la roue libre. La famille de trois ne fera que s'agrandir d'année en année. En 1995, Elisabeth, la sœur de Louise, qui était en vacances d'été au lycée, demanda à sa sœur si elle pouvait venir passer 2 mois chez elle au lieu de les passer dans le chaos de chez leurs parents. Cette dernière accepta volontiers et c'est ainsi qu'Elisabeth se retrouva à partager le quotidien de la famille Turpin. Au début, elle était extrêmement excitée de pouvoir de nouveau passer du temps avec sa grande sœur dont elle était si proche, mais très vite, elle se rendit compte que la Louise qu'elle avait bien connue avait énormément changé. Elle se fit tout de suite expliquer les règles qu'elle devait suivre à la lettre si elle voulait être hébergée chez sa sœur. Ces dernières incluaient l'interdiction de parler à qui que ce soit de ce qu'il se passait derrière les murs de chez les Turpin, interdiction aussi de donner le numéro de téléphone de la maison des Turpin à qui que ce soit car elle n'avait pas l'autorisation de recevoir des appels, elle n'avait pas non plus le droit d'avoir des amis, ni de les inviter chez Louise bien évidemment, et encore moins d'avoir un petit ami. Elisabeth trouva cela un peu intense, mais finit par accepter. Louise comme David avait été élevés dans la religion la plus extrême et n'avaient jamais manqué une seule messe depuis leur naissance. Elisabeth fut donc surprise d'apprendre que ni les parents ni les enfants Turpin ne mettaient plus un pied à l'église depuis déjà plusieurs mois. Mais en plus de cela, David, tout comme Louise, avait commencé à fréquenter de plus en plus souvent les casinos, ce qui est, on s'entend, très étrange, considérant que les jeux d'argent et tout ce que ça entoure est considéré comme un péché dans leur religion. Louise était absolument ravie d'avoir sa sœur présente pour s'occuper de ses enfants pendant qu'elle et David s'amusaient au casino, car elle avait généralement pour habitude de les laisser enfermés dans la voiture pendant ce temps, et ce parfois durant des nuits entières. La maison dans laquelle la famille vivait pouvait presque être qualifiée d'insalubre. Le ménage ne semblait pas avoir été fait depuis des mois et le sol était rempli d'affaires qui traînaient. Des jouets d'enfants, des magazines, des affaires de cuisine, de la nourriture et j'en passe. Bref, la belle vie de famille parfaite que semblait vivre Louise en apparence commençait tout doucement à s'effriter aux yeux de sa sœur. Les enfants avaient aussi un comportement très étrange. Ils ne parlaient jamais et il était presque impossible de savoir dans quelle pièce de la maison ils se trouvaient tant ils étaient discrets. Ils passaient généralement la plupart de leur temps dans leur chambre, assis en silence. La petite dernière, qui était à l'époque encore un nourrisson, passait elle aussi le plus clair de son temps dans son berceau. Et même lorsqu'elle pleurait, personne ne prenait la peine de venir vérifier si elle allait bien ou simplement la prendre dans ses bras pour la rassurer. Non, elle passait tout son temps là sans que personne ne lui donne la moindre attention. Elisabeth tenta tout de même une fois de prendre sa nièce dans ses bras, mais Louise lui hurla dessus immédiatement de la redéposer dans son berceau et de ne pas s'occuper d'elle. Ce qui intrigua le plus Elisabeth étaient les repas. Au moment du dîner, on imaginerait que toute la famille se regrouperait autour d'un bon repas pour partager ce moment en famille. Sauf que non, ce n'est pas comme ça que ça se passait chez les Turpin. Les adultes se mettaient à table et seulement une fois leur repas fini, Louise appelait ses enfants, l'un après l'autre en commençant par le plus âgé. Ils descendaient les escaliers, s'asseyaient autour de la table et attendaient patiemment l'autorisation de leur mère pour commencer à manger.
Et 5 minutes plus tard, que leur assiette soit vide ou non, ils étaient renvoyés à l'étage et le prochain enfant était invité à descendre. Elisabeth était encore très jeune à l'époque, et malgré le fait qu'elle trouvait cette situation plutôt étrange, elle essayait de rationaliser les choses en se disant qu'elle était peut-être trop jeune pour comprendre et qu'elle n'était pas la meilleure placée pour dire à sa sœur comment élever ses enfants. Cependant, elle souhaitait tout de même aborder le sujet avec sa famille et ses amis, mais Louise ne la laissait jamais passer le moindre appel téléphonique seule. Elle restait toujours à côté de sa sœur, la regardant dans les yeux pour s'assurer qu'elle ne dirait rien qui pourrait lui déplaire. Et autant dire que Louise et David prenaient un certain plaisir à voir Elisabeth se sentir inconfortable dans certaines situations. Ils prirent avantage là-dessus et commencèrent même à la harceler. David faisait sans arrêt des commentaires déplacés sur le corps d'Elisabeth en affirmant qu'elle devait être très bonne au lit et ce genre de choses très déplacées qu'un homme ne devrait jamais dire à qui que ce soit, mais encore moins à sa belle-sœur. Il l'espionnait très régulièrement sous la douche et s'amusait aussi à la prendre en photo dans sa chambre, parfois même lorsqu'elle se changeait. Louise, elle aussi, commença à prendre part à ce harcèlement, et c'est ça qui étonna le plus Elisabeth, car sa sœur avait toujours pris la peine de la protéger dans son enfance, donc voir qu'aujourd'hui elle était devenue son agresseur l'a choquée au plus haut point. Louise avait un tel pouvoir sur sa sœur qu'une fois les vacances d'été terminées, elle la menaça pour faire en sorte qu'elle reste plus longtemps s'occuper de ses enfants. Sous la pression, Elisabeth n'eut d'autre choix que d'accepter. Elle se vit forcée d'appeler ses parents en expliquant qu'elle se plaisait tant chez sa sœur qu'elle ne voulait plus repartir et voulait passer plus de temps avec ses neveux et nièces. Elle se sentait très mal de mentir à sa famille, mais elle avait tellement peur de ce qui pourrait lui arriver si elle disait la vérité qu'elle préféra s'enfoncer dans son mensonge. Cependant, très peu de temps après cela, Louise surprit Elisabeth en train de flirter avec un garçon qu'elle avait rencontré au travail. Elle perdit alors son sang-froid et lui hurla dessus de quitter immédiatement sa maison et de ne plus jamais revenir. Elisabeth rentra donc vivre chez ses parents et les deux sœurs perdirent contact durant de nombreuses années suite à cet événement. En 2007, alors qu'ils ont déjà 9 enfants, Louise et David déménagent dans un nouveau quartier au Texas. Ils s'installent à Rio Vista et à ce moment-là, ils atteignent le nombre de 12 enfants. 10 filles et 2 garçons. Et leur explication lorsqu'on leur demandait s'ils avaient toujours voulu une famille nombreuse était que non, et que, je cite, « Dieu leur avait demandé d'avoir tous ces enfants ». Et ils ne pouvaient pas ignorer l'appel de Dieu. D'ailleurs, petite parenthèse, les noms des enfants turpins ne seront pas cités dans cette vidéo. C'est tout simplement pour les protéger, ainsi que leurs visages qui seront floutés. Seule l'identité de 2 d'entre eux seront révélées, simplement car elles ont décidé d'elles-mêmes de sortir du silence et de faire des apparitions publiques. Pour ce qui est des autres, nous respecterons leur volonté de rester anonymes. Bref, on reviendra là-dessus plus tard. Dans leur nouveau chez eux, ils se rendent compte que la maison ne peut pas accueillir la famille au complet. Et c'est là qu'ils décident d'installer un camping-car dans le jardin. À l'intérieur, ils vont entasser 7 de leurs enfants qui vivront dedans. Les 2 plus jeunes vivaient eux dans la maison familiale, aux côtés de leurs parents. Et malheureusement pour eux, j'aurais préféré faire partie de ceux qui étaient dans le camping-car. Parce que comme vous devez l'imaginer, ils ont vécu des choses horribles. Les 7 enfants se souviennent avoir reçu des courses de leurs parents une fois par semaine. Mais au bout du 3e ou 4e jour, ils étaient à court de nourriture. Ils n'avaient pas d'autre choix que de patienter la fin de semaine pour avoir une nouvelle ration. La jeune Jordan, âgée de 6 ans à cette époque, se souvient qu'elle était en train de mourir de faim. Il n'y avait pas un jour durant ces longues journées enfermés avec ses frères et sœurs où ils n'ont pas ressenti la faim. Ils avaient cette terrible sensation de gargouillement. Vous savez, cette sensation de faim quand t'as pas mangé pendant une journée entière. Ça nous est tous déjà arrivé au moins une fois dans notre vie. Quand ça t'arrive, t'as qu'une envie, c'est de tout manger devant toi. Tu sais que tu peux plus attendre et qu'il te faut ta dose de sucré et de salé. Bah le petit Jordan devait ramasser tout ce qu'il trouvait pour se nourrir. Parfois même simplement du ketchup à la cuillère ou des glaçons. C'est tellement triste, je trouve. Tu fais des enfants pour les traiter comme des merdes. Là, j'ai qu'une seule envie, c'est de prendre ma putain de batte de baseball et de corriger ses parents. Bordel de merde. Ne faites pas d'enfants si c'est pour les traiter comme ça, sérieux. Bon, il y a un facteur à ne pas négliger, c'est que ses parents à ce moment-là étaient dans une situation délicate. Ils ont fait faillite et malgré le travail stable de David, l'argent se faisait rare. Mais malgré ça, au lieu d'acheter le minimum vital pour leurs enfants, bah eux, ils préféraient jouer à des jeux d'argent. Oui, vous avez très bien entendu. Jouer à des jeux d'argent au lieu de nourrir son enfant de 6 ans qui est en train de crever de faim. Donc ils passent leur temps à perdre le peu d'argent qu'ils gagnent au casino. Très vite, les parents turpins réalisèrent que laisser leur enfant sortir de la maison pour aller à l'école n'était plus possible. Ils ne voulaient pas que ces derniers se fassent des amis et que surtout qu'ils ne puissent pas parler de leur situation, de ce qu'ils vivent à la maison. Plus le temps passait, plus il y avait des rumeurs autour de la famille. Les enfants étaient envoyés chaque jour à l'école avec les mêmes vêtements. Donc là, forcément, on imagine des habits sales et jamais nettoyés. Et je peux vous dire qu'après quelques semaines, les camarades de classe l'avaient bien remarqué. Et autant vous dire qu'à cet âge-là, les enfants sont plutôt cruels et ils ne mâchent pas leurs mots. Ça
Ça me rappelle d'ailleurs un petit garçon qui était maigrichon dans ma classe, en école primaire. Les gens se foutaient de sa gueule parce qu'il était tout fin et personne ne voulait traîner avec lui. Personnellement, moi je vous promets, j'étais innocent. Je comprenais pas pourquoi ils étaient comme ça avec lui. Moi, ça me dérangeait absolument pas. Il était juste un peu différent de ce qu'ils appellent la norme. Et là, t'avais tout le monde derrière son dos à être méchant et à le laisser de côté. C'est pour dire à quel point leurs camarades de classe, les enfants ont dû leur faire terriblement mal. Mais la pire des choses, c'était pas que les vêtements n'étaient jamais lavés, non. Mais les enfants, eux aussi, ne prenaient pas de douche quotidiennement. Ils avaient le droit à une seule douche par année. C'est malheureux. Donc autant vous dire que les vêtements sales, mélangés à leur odeur corporelle, ne les aidaient pas forcément à se faire des amis. Les parents Turpin ont pris la décision de leur faire l'école à la maison. Enfin, c'est ce qu'ils voulaient faire croire. En réalité, ils n'en avaient strictement rien à faire de leur éducation et de leur apprentissage dans quoi que ce soit. C'était juste une excuse pour les garder prisonniers. Cependant, certains États aux États-Unis autorisent l'école à la maison seulement à la condition que ce soit officiellement déclaré par les parents. Il fallait une visite annuelle de la part d'un inspecteur, afin qu'il s'assure que tout se passe bien pour les enfants. Et c'était absolument hors de question pour Louise et David qu'une personne vienne fouiller dans leurs affaires. Ils voulaient être le plus discret possible, que personne ne les dérange. C'est là qu'ils décident de quitter le Texas pour aller en Californie. Là-bas, ils seraient tranquilles. Les enfants pouvaient être retirés du système scolaire sans le moindre justificatif dans cet état. Louise, la mère, était une grande fan de télé-réalité et ne rêvait que d'une chose, de passer à la télévision. Elle rêvait de voir une équipe de caméramans débarquer chez elle pour partager son quotidien. Si seulement elle avait eu cette opportunité, je peux vous dire que elle et son mari n'auraient pas fait long feu. Vu les détraqués qu'ils sont, ils auraient été directement envoyés en prison. Bref, c'est en 2010 que toute la famille quitte le Texas pour s'installer en Californie. Après leur déménagement, la famille qui racheta leur maison au Texas dépose plainte à cause de l'état insalubre dans lequel elle se trouvait. Ils tombent sur ce qui ressemblait à de la matière fécale sur les murs et sur le sol de la maison. Des trous avaient été faits un peu partout dans les murs et il y avait des morceaux de chaîne qui étaient encore présents. L'odeur d'urine était tellement forte qu'ils étaient incapables de s'en débarrasser. Et le pire, c'est que des animaux morts ont été retrouvés dans le sous-sol. En Californie, ils donneront l'image de la famille parfaite. Leurs réseaux sociaux sont sans arrêt alimentés de photos de voyages, d'excursions et surtout de voyages à Disneyland, leur endroit préféré au monde. Sur toutes les photos, on y voit les enfants avec un sourire rayonnant au visage. La vérité sur ce qu'il se passait réellement était tout à fait différente. Cette fois-ci, ils vivaient tous sous le même toit, mais les tortures sur les enfants avaient bien évolué. Si ces derniers osaient désobéir à leurs parents, ils se voyaient frappés à coups de ceinture. Et quand je dis frapper, je parle là jusqu'au sang. Quand les parents n'avaient pas de ceinture à portée de main, ce sont des battes de baseball ou encore des pagaies qui étaient utilisées pour battre leurs enfants. Comme dit précédemment, les enfants n'avaient le droit qu'à une seule douche par semaine. Et il en était de même pour les toilettes. Autant dire qu'entre deux, ils n'avaient d'autre choix que de se faire dessus. Ils passaient la majeure partie de leur temps dans leur chambre où des chaînes avaient été accrochées au mur, permettant de les garder enchaînés à leur lit. Les filles se faisaient, elles, très régulièrement tirer les cheveux de toute force par leur père lorsqu'elles disaient quelque chose qui lui déplaisait ou lorsqu'elles respiraient tout simplement, j'ai l'impression. Jordan Turpin, l'une des aînées, s'était vue donner la tâche de discipliner ses frères et sœurs en les enfermant dans des cages lorsque ces derniers désobéissaient. Et si elle refusait d'enfermer ses frères et sœurs dans les cages, c'était elle qui se voyait battre durant de nombreuses heures. Les enfants avaient le droit à un repas par jour, juste assez de nourriture pour les garder en vie. Et lorsque je parle de repas, je parle plutôt de collation, comme des sandwichs au beurre de cacahuètes, la plupart du temps. De leur côté par contre, David et Louis se faisaient grandement plaisir avec la nourriture. Soit ils n'avaient pas de très gros revenus, mais ils adoraient se faire livrer de bons petits plats ou tout simplement cuisiner à la maison. Ils ne se gênaient pas d'ailleurs pour narguer leurs enfants en leur mettant sous le nez les nombreuses tartes et confiseries qu'ils achetaient chaque jour, tout en sachant très bien qu'ils n'y auraient jamais droit. Le fait que les enfants, depuis leur naissance, n'avaient jamais été correctement nourris, eut pour résultat de ralentir énormément leur développement. Ils étaient tous extrêmement maigres et frêles et paraissaient environ 5 à 10 ans de moins que l'âge qu'ils avaient réellement. Lorsque les sœurs de Louise tentaient de contacter leurs neveux et nièces par appel vidéo, elles leur trouvaient toujours un regard très apeuré et très anxieux. Elisabeth se rendit même compte un jour, à travers la vidéo, que Louise se trouvait dans un coin de la pièce à surveiller les conversations de ses enfants avec leur tante, leur demandant parfois d'interrompre la conversation en raccrochant si les questions de ses sœurs aux enfants devenaient trop personnelles et qu'ils risquaient de divulguer quoi que ce soit en y répondant.
Cet enfer va durer des années entières et s'intensifier avec le temps. Et ce jusque dans la nuit du 14 janvier 2018, lorsqu'un appel a été passé aux urgences. Derrière le téléphone, une petite voix frêle s'élève, expliquant au secours qu'elle et ses frères et sœurs sont en danger. Elle disait que ses parents les attachaient au mur et ne les nourrissaient pas. Cette voix semble être celle d'un enfant de 10 ans environ. Et pourtant, c'était Jordan, l'une des aînées âgée de 17 ans qui était au bout de la ligne. Cette dernière s'était échappée de la maison par l'une des fenêtres au beau milieu de la nuit et avait passé l'appel depuis un téléphone portable qu'elle avait réussi à voler à ses parents. L'opérateur en ligne avec elle lui demande plus de détails. Il commence par demander son adresse et l'endroit exact où elle se trouvait. Elle était incapable de répondre à ces questions. Elle se trouvait au milieu de la route, complètement désorientée, et informa l'opérateur que c'était la première fois qu'elle sortait de la maison. Elle ne connaissait pas du tout le quartier, ni le nom de sa rue. À savoir qu'à ce moment-là, ça faisait 8 ans qu'elle habitait à la même adresse. Ça lui a pris un certain moment avant de donner une localisation au service d'urgence. Jordan était durant tout ce temps absolument terrifiée à l'idée que ses parents ne réalisent sa disparition. Elle avait peur, terriblement peur. Par chance, une patrouille de police qui se trouvait à proximité est arrivée directement à l'adresse des Turpins. Jordan, elle, était à un panneau stop au coin de la rue, toute tremblante de peur. Le policier possédait une caméra cachée où on peut voir Jordan essayer tant bien que mal de se faire comprendre. Et lorsque l'homme lui demande si elle est sous traitement, si elle prend quelconque médicament, elle lui répond la chose suivante. Qu'est-ce que c'est que des médicaments ? Et je vous précise qu'on parle d'une fille de 17 ans, qui n'a aucune idée de ce que c'est que des médicaments. Elle a expliqué pourquoi elle a décidé ce soir-là de contacter les secours. Ses deux petites sœurs ont été battues et attachées à leur lit car elles avaient volé de la nourriture, tout simplement parce qu'elles mouraient de faim. Et quand je dis mourir de faim, je n'abuse pas. On était vraiment sur des enfants qui souffraient de déshydratation et de malnutrition, à un tel point qu'ils étaient en train de mourir petit à petit. Jordan explique aussi que sa sœur Jennifer l'a aidé et l'a poussé à prévenir les secours. Les deux sœurs avaient prévu ce plan ensemble depuis plusieurs jours. Et Jennifer aurait même indiqué à Jordan de prendre des photos de ce qui se passait. Cela servirait de preuve de leur situation. Elle voulait montrer l'état dans lequel leurs frères et sœurs se trouvaient à l'aide du téléphone portable volé juste avant de quitter la maison. Et c'est ce qu'elle va faire. Quand Jordan présenta ses photos aux policiers, ils ont tout de suite compris que ce n'était pas une blague et qu'ils auraient probablement besoin de renfort. Lorsque les autorités pénétrèrent pour la première fois dans la maison, ils furent frappés au nez par l'odeur intense d'urine et de crasse qui s'en émanait. Certains des enfants étaient effectivement enchaînés, tandis que d'autres étaient enfermés dans des cages. Leur corps entier était rempli de crasse et des excréments recouvraient le sol de leur chambre. Chambres, si on peut appeler ça des chambres, parce que moi j'appellerais plutôt ça des pièces de torture. Ils étaient tous tellement minces et petits que les officiers étaient persuadés qu'ils n'avaient affaire qu'à des mineurs. Quelle ne fut pas leur surprise donc lorsqu'ils apprirent que 7 d'entre eux étaient âgés de plus de 18 ans. Louise et David étaient en train de dormir à l'arrivée des policiers et furent en choc total de les voir débouler chez eux. Comme si c'était à eux d'être choqués. Ils nièrent en premier lieu avoir quoi que ce soit à voir dans cette affaire, mais se rendirent très vite compte qu'ils n'étaient pas vraiment dans la position de nier quoi que ce soit au vu de toutes les preuves se trouvant autour d'eux. Ils décidèrent donc de se taire et de se laisser embarquer par la police. La maison se trouvait dans un état absolument désastreux. Dans les chambres des enfants furent même retrouvés de nombreux objets de torture utilisés pour les battre. Comme on peut le voir sur cette photo, une immense collection de DVD de télé-réalité appartenant à Louise Turpin fut aussi retrouvée. Et c'est certainement à ce moment-là que son rêve d'avoir toutes les caméras et tous les yeux pointés sur elle prit enfin forme. C'était peut-être pas de cette façon-là qu'elle l'avait imaginé, mais en tout cas, elle avait attiré l'attention, elle avait réussi. Lorsque l'affaire fut rendue publique, les voisins des Turpins furent absolument outrés de voir ce qu'il se passait derrière les murs de cette maison, se trouvant si proche de chez eux. Et certains d'entre eux réalisèrent même que certaines choses auxquelles ils avaient assisté prenaient maintenant tout leur sens. L'un des voisins de la famille se souvient avoir un jour surpris les enfants Turpin fouiller dans les poubelles du voisinage et manger les restes de nourriture qu'ils y trouvaient. Il se souvient à l'époque avoir pensé que ces enfants étaient extrêmement mal élevés et que leurs parents devraient être un peu plus stricts avec eux. Vous voyez ce que ça donne que de juger une situation trop rapidement ? Si au lieu de se fier à son jugement, il avait pris un petit peu plus de son temps pour observer la situation et essayer de comprendre d'où venait le problème, il se serait peut-être rendu compte qu'il ne venait pas des enfants mais des parents. Donc si jamais vous faites face à une situation similaire, avant de juger trop rapidement, prenez le temps d'analyser la situation en question pour voir si effectivement votre jugement est le bon. Bref, retournons à l'histoire. Un autre voisin justement a déclaré vivre à côté de chez les Turpins depuis leur emménagement et ne s'être jamais à aucun moment douté qu'il n'y avait le moindre enfant qui vivait sous leur toit. On parle quand même là de 13 enfants, c'est difficile de passer à côté. C'est pour vous dire à quel point ils étaient prisonniers de leur maison et ne sortaient jamais. Immédiatement, une campagne de dons fut lancée.
Campagne à laquelle la plupart du voisinage de la famille participa, et c'est un total de 50 000 $ qui fut récolté pour permettre aux enfants turpins d'avoir des soins dentaires et des soins médicaux. Certains d'entre eux n'avaient même jamais vu de dentiste de leur vie. Les enfants furent alors emmenés dans un établissement médical où ils furent examinés, et autant vous dire que les médecins étaient absolument ahuris de voir l'état de santé dans lequel ils se trouvaient, et surtout de voir qu'aucun d'entre eux n'était encore décédé des causes de leur malnutrition très sévère. Le cas le plus inquiétant pour eux était celui de l'aînée. Elle avait 29 ans et pesait 37 kilos. Elle avait eu l'apparence d'une adolescente de 14 à 15 ans maximum, et d'après eux, si elle n'avait pas été prise en charge dans les semaines à venir, elle aurait sûrement perdu la vie. En dehors de leur état de santé physique qui était absolument désastreux, les enfants ne souffraient d'aucun trouble mentaux, ce qui est assez étonnant quand on pense à tout ce qu'ils ont vécu dans leur enfance. En tout cas, par chance, ils allaient tous très bien. Ils furent néanmoins suivis par des médecins durant de longues années, et si je ne m'abuse, ils le sont toujours aujourd'hui. Mais en tout cas, ils ont été capables de vivre une vie normale, et espérons que cela dure ainsi. Louise et David ont été immédiatement arrêtés pour mise en danger et abus sur mineurs. Ils ont été détenus au poste de police de Riverside, et pour être certains qu'ils ne seraient en aucun cas capables de quitter les lieux avant de connaître toute la vérité, les officiers placèrent leur caution à pas moins de 12 millions de $. Autant vous dire qu'ils n'étaient pas prêts de sortir avec une telle caution. 75 chefs d'accusation contre eux, et ça comportait de la torture physique, mentale, des abus sur mineurs et de la séquestration. Le pire durant ce procès, c'était l'attitude des parents qui ne semblaient à aucun moment réaliser la gravité de leurs actes. Ils se sont excusés de ce qu'ils avaient fait, et ils ont demandé s'ils pouvaient reprendre leur vie normale avec leurs enfants. Je vous jure, on se croirait dans un putain de jeu vidéo. Les parents ont vraiment cru qu'ils allaient recommencer la partie après une défaite. Normal, ça montre à quel point ils étaient détraqués. Vos promesses bidons et vos excuses, vous pouvez vous les manger. Bande de malades, va. Bref, ce que je viens d'entendre, ça me dépasse un peu. Lors de l'audience, leur fille aînée prend la parole avec un discours bouleversant. Elle explique que ses parents lui ont pris toute sa vie entière, mais que désormais, elle allait reprendre le contrôle, et qu'elle ferait tout pour avancer et ne pas se laisser abattre par son passé malheureux. Les autres enfants, eux, se sont contentés de dire à leurs parents qu'ils les aimaient et qu'ils les pardonnaient pour tout ce qu'ils avaient fait. Tous ces discours ont eu pour effet de faire pleurer les parents turpins. Ils ont complètement craqué et semblaient réaliser qu'ils ne verraient plus jamais leur enfant, et aussi qu'ils passeraient certainement tout le reste de leur vie derrière les barreaux. Le juge va les condamner à la prison à vie avec la possibilité de parole après 25 ans de prison. Aujourd'hui, ils se trouvent toujours derrière les barreaux. Et tant mieux, j'ai envie de dire, vu le calvaire inhumain qu'ils ont fait subir à leurs propres enfants. D'ailleurs, pour ce qui est des enfants, ils ont tous réussi à rebondir dans leur vie, à accomplir de grandes choses comme ressortir diplômés de l'université. Pour certains, trouver du travail et construire une relation stable avec un compagnon. Je trouve ça juste magnifique après tout ce qu'ils ont pu vivre. Ainsi se termine l'histoire de la famille Turpin. Ce qui me perturbe à travers cette affaire, c'est de se dire pourquoi des parents qui sont censés aimer leurs enfants te font subir tout ça? C'est une question qui me perturbe et qui me perturbera toujours. Et le pire, c'est que des enfants violents envers leurs enfants, il y en a beaucoup trop. Et cette affaire devrait servir d'exemple pour ne plus jamais voir de tels actes se reproduire. Sinon, bande d'enfoirés, je viendrai vous traquer avec ma batte de baseball et on verra qui va séquestrer qui. Bref, je vais me calmer parce que me connaissant, je vais partir un peu trop loin. Et je voudrais pas non plus vous faire peur, parce que je vous imagine derrière vos écrans. Putain, il est violent ce youtubeur. En plus, il a une batte de baseball. Je crois que je vais délicatement partir de cette vidéo. Oubliez ce moment d'imitation, je suis vraiment le pire. Sur ce, j'espère que vous avez pris plaisir à découvrir ou à redécouvrir cette affaire avec nous. Merci à vous d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Et au final, je suis sûr que vous aussi, vous êtes aussi énervé que nous après avoir entendu cette histoire. Elle était tellement atroce que ça ne devrait même pas exister, sérieux. À mes yeux, ces deux monstres méritent de rester derrière les barreaux, et ce le plus longtemps possible. Bref, en tout cas, c'était un super moment de partage que j'ai pu passer avec vous et Megan. En tant que passionné de True Crime, c'était un plaisir de mélanger nos deux petits cerveaux et de vous réaliser cette affaire. Sur ce, n'oubliez pas, notre prochaine affaire en duo est juste en bas en description. Donc n'hésitez pas, l'autre affaire est tout aussi horrible. C'était Mogota et c'était un putain de plaisir. N'oubliez pas de nous laisser vos avis en commentaire, et si ça n'a pas encore été fait, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la petite alarme pour être au courant de la publication de mes futures vidéos. Si vous n'avez pas eu la chance encore de découvrir l'univers fantastique de Mogota, je vous invite tous à vous rendre sur sa chaîne tout de suite parce que je suis pas mal sûre que vous allez devenir fan. Et si ça vous intéresse, nous avons fait aussi une collaboration qui est disponible sur sa chaîne sur l'histoire de Hélène Campion. Quant à nous, on se retrouve très vite pour d'autres histoires toutes plus glauques les unes que les autres. Bye!